Bienvenue dans cette seconde partie du carnet de voyage dédié à Kalos et qui fait partie d'une série de 4 vidéos dédiées au sujet dont la première est sortie hier. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait et installez-vous confortablement puisqu'on va s'intéresser aux lieux se trouvant dans la partie centrale de Kalos et explorer tous les secrets de leur création. Bourg-Croquis est la première ville que vous explorez dans le jeu et c'est également ici que votre aventure débute. Au cours de cette vidéo, nous allons énormément nous baser sur la ressemblance entre les localisations des lieux en France et à Kalos pour déterminer les correspondances entre lieux fictionnels et lieux réels. Ici, il semblerait donc que Moulins soit l'homologue français de Bourg-Croquis. Hormis cela, il ne semble pas exister de ressemblance entre les deux villes. Comme précisé dans la première partie des vidéos sur Kalos, chaque nom de chaque lieu des jeux Pokémon X et Pokémon Y font référence au monde de l'art. Ici, ce sont donc les croquis qui sont représentés, ce sont des sortes de dessins préparatoires réalisés rapidement pour avoir une idée globale de la composition de l'œuvre finale. On peut y voir une métaphore du début du voyage du héros, qui a encore tout à démontrer et qui n'est que le premier pas vers l'œuvre finale. Ici, l'accomplissement en tant que maître Pokémon. Selon la localisation, on pourrait supposer que Quarélis correspond à Nevers ou à Auxerre. Cependant, on retrouve beaucoup d'éléments dans cette ville qui nous font pencher pour Nevers en Bourgogne-Franche-Comté. Tout d'abord, en entrant dans la ville, on passe sous une grande arche qui n'est pas sans rappeler la porte du Crou à Nevers. Cette porte, qui est aujourd'hui considérée comme un des monuments historiques du département de la Nièvre, jouait un rôle commercial très important au XIVe siècle. Autre lieu incontournable de Nevers, le pont de Loire. Ce pont a été conçu en 1767 par Louis de Règemorte et construit par plusieurs ingénieurs. Sa construction fut achevée en 1832 et on retrouve l'homologue de ce pont au nord de la ville, traversant lui aussi un cours d'eau. Enfin, le dernier lieu qui nous permet d'affirmer l'inspiration des développeurs de la ville de Nevers pour créer Quarélis est la place de la République. La place de Quarélis et celle de la République possèdent des escaliers pour y accéder, sont entourées de remparts et sont au bord d'un cours d'eau. De manière générale, on retrouve à Quarélis une architecture très française, routes et places pavées, des lampadaires français, façades au style néoclassique, style architectural très populaire au XVIIIe siècle, parmi lesquels s'inscrit la révolution haussmannienne. Si on regarde les noms que porte Quarélis dans les différentes langues du jeu, on constate que la majorité font référence à l'aquarelle. Nevarto est la première ville du jeu où se trouve une arène Pokémon, mais c'est aussi une ville très riche en inspiration française, et plus particulièrement de la ville de Fontainebleau en Île-de-France. Regardons dans un premier temps pourquoi nous pouvons affirmer que Nevarto est inspiré de Fontainebleau alors que pourtant, ils ne sont pas au même endroit géographiquement. Tout d'abord, une fontaine de Rosélia se trouve au centre de la ville, faisant référence à la fontaine de Diane du parc du château de Fontainebleau. La ville de la première arène est entourée de murailles, rappelant ainsi le château de Fontainebleau, qui est le deuxième château le plus célèbre en France après le château de Versailles, qui est d'ailleurs lui aussi représenté dans les jeux Pokémon X et Pokémon Y. Enfin, la forêt de Nevarto, juxtaposée à la ville du même nom, est évidemment inspirée de la forêt de Fontainebleau. Maintenant que nous avons listé les ressemblances avec Fontainebleau, intéressons-nous aux éléments typiquement français que l'on retrouve ici. Comme à Quarélis, les chemins de la ville sont pavés. Les noms italiens, allemands, espagnols et français de Nevarto font référence à l'art nouveau, appuyant ainsi la place de l'art dans l'histoire de la France. Toujours dans le domaine artistique, on peut souligner l'activité de la championne d'arène Violette qui est photographe et qui affiche même au sein de son arène ses clichés. Au-delà de la ville s'étend la route 4, aussi appelée route fleurie. Cette route est garnie de parterres de fleurs, qui est une disposition typique de la Renaissance française. On en retrouve beaucoup dans les jardins de château. Enfin, le dernier élément de la culture française de Nevarto n'a plus rien à voir avec l'architecture, l'histoire ou encore la géographie de l'Hexagone. Cette fois-ci, les traducteurs des jeux Pokémon X et Pokémon Y se sont amusés à glisser une référence à une série télévisée dans le nom du canartichaud qu'on peut obtenir par échange dans cette ville. Ce Pokémon est surnommé Inspecteur Magré, faisant référence à la série diffusée pour la première fois en 1967, Les Enquêtes du commissaire Maigret. Cette série qui ne comptabilise pas moins de 23 saisons met en scène, comme son nom l'indique, les différentes enquêtes de Monsieur Maigret. Le surnom farfelu de canartichaud provient aussi du magret de canard, plat typiquement français. On s'attaque désormais à un gros morceau, Illumis. Capitale de Kalos et également inspirée de la ville lumière, c'est la plus grande ville du jeu et par conséquent la plus fournie en détails et inspiration en tout genre. Intéressons-nous tout d'abord à l'architecture de la ville. Avant d'entrer dans les détails de l'architecture d'Illumis, regardons cette dernière vue du ciel. On remarque que la ville est organisée d'une manière bien particulière. Il y a une tour au centre avec une place autour de laquelle s'échappent de grandes avenues qui se prolongent jusqu'aux frontières de la ville.
De plus, on peut retrouver plusieurs places situées sur ces grands axes. Cette architecture est en fait inspirée de celle de Sforzinda, ville utopique conçue par l'architecte Le Filater. Cette cité imaginée aux alentours de 1460 est une vision idéalisée de Milan. Quand on compare les plans des deux villes, aucun doute concernant les inspirations de Game Freak n'est possible. La forme, les avenues, la place centrale, tout y est identique. On retrouve néanmoins ce genre d'aménagement également à Paris, notamment avec la place Charles de Gaulle, appelée place de l'Étoile, de laquelle s'échappent de nombreuses avenues. On peut donc supposer que Game Freak a fait le rapprochement entre les deux architectures et en a tiré le meilleur des deux pour construire Illumis. Si on regarde à nouveau la carte d'Illumis, on peut remarquer une autre similitude avec la capitale de la France. En effet, la ville est traversée par un grand cours d'eau, semblable donc à la Seine. Laissons de côté Milan et recentrons-nous désormais sur les ressemblances entre Illumis et Paris. Tout d'abord, le plus flagrant est la tour prismatique qui siège au milieu de la ville. Sœurs jumelles de la Dame de Fer, les deux sont les symboles de leur ville, respectivement de Calos et de la France. On retrouve même un symbole en forme de tour prismatique dans le Pokédex pour signifier qu'une créature provient de la région Kalos. Cette tour est aussi utilisée dans d'autres jeux pour représenter Kalos, comme dans Super Smash Bros Ultimate ou Pokémon Soleil et Lune par exemple. Autre point très important concernant l'architecture d'Illumis est l'apparence de ces bâtiments. Il est évident que ces derniers sont très largement inspirés des immeubles de style haussmannien, style architectural omniprésent à Paris depuis la fin du 19e siècle et la transformation de Paris menée à bien par Napoléon III et le baron Haussmann. Les façades haussmanniennes sont facilement reconnaissables, notamment grâce aux lignes qui les traversent. Illumis est divisé en trois parties, la partie septentrionale, méridionale et la place centrale. Cette division rappelle à plus petite échelle celle de Paris en arrondissement. On retrouve également, comme expliqué précédemment, un grand nombre de places dans les deux villes. On peut citer par exemple les places roses, vertes, cyan ou jaune pour Illumis et les places de la Bastille, des Vosges ou encore Dauphine pour la ville lumière. Enfin, chaque rue et avenue à Illumis sont décorées de panneaux indiquant le nom de ces dernières. Ces pancartes ont exactement la même apparence que les plaques parisiennes. Les 4 avenues principales d'Illumis se nomment avenue Floréal, avenue Thermidor, avenue Vendémiaire et avenue Ventose. Ces noms sont ceux de 4 mois présents dans le calendrier républicain, instauré après la Révolution française et utilisé pendant une dizaine d'années en France avant d'être remplacé à nouveau par le calendrier grégorien. Nous allons désormais nous pencher sur le musée d'Illumis, qui est extrêmement riche en références historiques de l'art en France. Tout d'abord, il est difficile de déterminer de quel musée est inspiré celui d'Illumis en se basant uniquement sur son apparence dans les jeux Pokémon X et Pokémon Y. Cependant, la réponse apparaît clairement en regardant son apparence dans l'animé, le musée d'Illumis est inspiré du Louvre. Une grande partie des tableaux du musée sont simplement des artworks d'autres jeux de la licence, mais on ne s'y intéressera pas spécialement ici. Cependant, dans l'aile droite du deuxième étage, on retrouve 6 tableaux qui symbolisent chacun un mouvement artistique différent. Pour l'analyse de ces tableaux et des mouvements artistiques, on a demandé de l'aide à Pauline de l'équipe, étudiante en histoire de l'art et archéologie. Les images des tableaux sont directement tirées du jeu, ce qui explique leur très faible résolution. L'audioguide du musée nous indique que cette œuvre appartient au courant artistique du romantisme et représente un preux chevalier accompagné de son fidèle Golémastoc. Il faut savoir que dans notre monde, ce courant a connu un grand essor après la publication du livre de Victor Hugo Notre-Dame de Paris. À la suite de ce roman, une appréciation de l'architecture gothique prend place, c'est logique puisque le romantisme traite de beaucoup de thèmes médiévaux. Étant donné que ce tableau représente un chevalier et son Golémastoc, il semble évident qu'il appartient au romantisme. Ces 2 tableaux semblent appartenir au même courant artistique. Pour le premier, l'audioguide nous l'indique, mais on peut en déduire que le second s'inscrit également dans le réalisme étant donné son apparence. Ce mouvement artistique a la particularité d'être né en France, en Bretagne plus particulièrement. Le réalisme, qui apparaît au milieu du 19e siècle, se caractérise par une quête du réel. Il existe 3 niveaux de peinture réaliste, les historiques, qui étaient à l'époque plus appréciés que les peintures de genre, elles-mêmes préférées à la nature morte. Ici, les 2 tableaux représentent des paysages, ce sont donc des peintures de genre. Une fois n'est pas coutume, l'audioguide nous indique dans quel mouvement s'inscrit cette peinture, le naturalisme. Successeur du réalisme, il ne s'agit plus ici de représenter avec réalisme de magnifiques paysages romantisés, mais de les montrer tels qu'elles sont. On privilégie donc ici tout particulièrement le monde paysan. Il n'est donc pas difficile de comprendre en quoi le tableau Fermier et Pokémon est naturaliste. Pour une fois, le mouvement ne nous est pas indiqué par l'audioguide, mais il reste tout de même facilement identifiable. Tout comme la mer de Kalos et un château à Kalos, ce tableau s'inscrit dans le réalisme. Il ne s'agit néanmoins plus d'œuvres de genre, mais bien d'une peinture historique. Il était courant à cette époque que rois et autres dirigeants passent commande auprès de peintres pour les représenter sur toile, souvent en les embellissant. Game Freak a conservé cela dans leur jeu, c'est l'homme du tableau qui a passé commande pour ce dernier. Il a d'ailleurs expressément demandé que le Pokémon Fabuleux Mew soit à ses côtés pour paraître puissant aux yeux du monde.
Enfin, la dernière œuvre qui s'inspire de mouvements ou de vraies œuvres n'est cette fois-ci pas un tableau, mais une esquisse. Cela ressemble énormément au dessin à la craie rouge que faisait Léonard de Vinci. Les dessins préparatoires d'artistes sont très utiles en histoire de l'art pour comprendre la réflexion de l'artiste. L'audioguide nous indique pour cette œuvre que son créateur est compétent dans de nombreux domaines, comme la peinture, l'architecture ou même l'ingénierie. Encore une fois, cette description correspond parfaitement à celle de Léonard de Vinci. Cette esquisse semble représenter le moulin de la Frescale, ville se situant dans l'est de Calosse. Après l'architecture globale de la ville et le focus sur le musée d'Illumis, on peut maintenant s'intéresser aux autres détails qui se cachent dans cette immense métropole. Gastronomie française oblige, Illumis déborde de restaurants de luxe et cafés en tout genre. Sushi sans chichi, l'étoile ou encore l'ultimate, il en existe pour tous les goûts. On retrouve aussi des boutiques et des hôtels de luxe semblables à ceux que l'on retrouve dans les quartiers les plus chers de Paris. Concernant les moyens de transport, on retrouve beaucoup de taxis qui sont très répandus dans la ville lumière. C'est également à Illumis que l'on croise la première gare de Calosse. Grâce à cette gare, les habitants de Calosse peuvent monter à bord du TMV, train à méga vitesse, dont je vous parlais dans la première vidéo. J'aimerais désormais souligner la présence d'un salon de toilettage. Dans ce salon, le joueur peut changer l'apparence de son coiffarel, le Pokémon Caniche. Cela peut paraître anodin pour certains, ou juste une mécanique de gameplay pour d'autres, mais il s'agit bel et bien ici d'une nouvelle référence à l'histoire française. Le métier de tondeur apparaît en France sous le Second Empire, surtout pour les caniches qui sont très populaires à cette époque. Le toilettage était surtout utilitaire et non esthétique, raser les poils à l'arrière pour que le chien nage plus rapidement par exemple. C'est en 1933 que le premier institut de toilettage voit le jour en France. On glisse alors doucement de l'utilitaire vers la mise en valeur du chien. Fin du XXe siècle, le toilettage s'élargit aux autres animaux. En d'autres termes, le toilettage a connu une grande histoire en France. Enfin, concluons le chapitre sur Illumis en nous penchant sur l'étymologie du nom de cette ville. Dans une large majorité des langues, on retrouve l'idée de lumière, de luminescent. Cela fait référence au surnom que l'on donne à Paris, la ville lumière. La tour prismatique illumine d'ailleurs la ville lorsqu'il fait nuit. On quitte enfin Illumis pour s'intéresser à la prochaine ville que le joueur rencontre au cours de son voyage, Fort Vanitas. Si on se fie à la géographie de la ville, on pourrait dire qu'elle correspond à Tours, Blois ou même Amboise. D'une part, les trois villes sont proches géographiquement, mais en plus, les trois longent ou sont traversées par la Loire. Il est d'autant plus difficile de déterminer à quel château correspond celui du Fort Vanitas, étant donné la multitude de châteaux dans le département de la Loire. Le château possède un pont-levis, ce qui semble donc indiquer qu'il date du Moyen-Âge plutôt que de la Renaissance, contrairement à la majorité des châteaux de la Loire. Chaque source qu'on a trouvée affirmait dur comme fer que Fort Vanitas était inspiré de telle ou telle ville en comparant son château à d'autres qui se trouvaient dans la Loire. Cependant, je pense qu'il s'agit en fait d'un mélange entre plusieurs châteaux de cette région. En termes d'apparence, celui qui y ressemble le plus selon nous est le domaine royal du château Gaillard, se situant à Amboise. On peut aussi remarquer la présence d'un pont-levis au château de Langeais, tout comme à Fort Vanitas. C'est l'un des seuls châteaux de la Loire qui possède un pont-levis. Cependant, Langeais n'est plus vraiment proche de la localisation de la ville de Calosse. Blois est également un candidat à prendre en compte car son château se trouve dans la ville, tout comme le château de Fort Vanitas, et il a été construit au Moyen-Âge. Il ressemble moins à son possible alter ego de Calosse. Ainsi, en prenant en compte la localisation, l'aspect et la date de création, je pense que le château de Fort Vanitas, et donc par extension sa ville, est inspiré de celui d'Amboise, le château Gaillard, et de celui de Blois. Je tiens cependant à insister sur le fait que les origines de ce lieu demeurent floues et incertaines. Pour finir avec cette ville, nous allons faire un point sur son étymologie. Fort fait évidemment écho au château qui y siège ainsi que l'emmurement de la ville. Vanitas, quant à lui, est une référence au genre pictural des vanités. Ce genre s'est beaucoup développé en France, mais trouve néanmoins son origine aux Pays-Bas. Une vanité peut symboliser le passage du temps, ce qui prend tout son sens lorsque l'on sait que la ville est vieille de plusieurs centaines d'années et que le château fut au fil du temps débarrassé de ses biens, le laissant presque vide. Romans-sous-Bois est la dernière ville que nous allons traiter dans cette vidéo. Située tout au nord de la région, elle s'apparente à Amiens. En effet, au sud de la ville s'étend la route 14, aussi appelée la Lée Romans-sous-Bois. Ce chemin est marécageux et il y a plusieurs chemins immergés dans la boue où l'utilisation de la capacité surf est nécessaire pour les traverser. Cette route ressemble donc fortement aux ortillonnages d'Amiens qui sont un espace d'environ 300 hectares utilisé pour la culture maraîchère mais qui étaient autrefois d'anciens marais. Tout comme pour la Lée Romans-sous-Bois, il faut un moyen pour se déplacer sur les cours d'eau, ici un bateau à moteur pour la plupart du temps. Comme leur nom l'indique, il se situe à côté de la ville d'Amiens. On retrouve le fort passé industriel des villes du nord de la France avec l'usine de Pokéball qui se situe juste au nord de cette ville. Cependant, les bâtiments de cette ville, maisons, boutiques et arènes, sont tous à colombage, ce qui est étrange car ce genre d'architecture est beaucoup plus répandu en Alsace-Lorraine ou Bretagne-Normandie. On ne sait donc pas pourquoi l'équipe de développement a décidé de mettre ce genre de bâtiment ici.
Enfin, l'étymologie de cette ville se rapporte au courant du romantisme. Ce mouvement culturel du XVIIIe siècle met principalement en scène le thème de l'amour et de la nature. Cela correspond donc parfaitement à la ville qui se situe au milieu d'une forêt qui est peuplée de nombreux champignons imposants et dont l'arène est construite dans le tronc d'un arbre gigantesque. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura appris de nombreuses choses sur la partie centrale de Kalos. Cette vidéo a demandé énormément de recherches, notamment pour Illumis qui regorge de références et d'inspiration. Un grand merci à Sacha et Moketo de la team Dojin pour leur travail respectif de recherche et de montage autour de la réalisation de cet épisode. Je vous mets un lien vers leur réseau et je vous encourage à aller les follow si vous êtes fan de l'univers de Pokémon car ce sont de véritables experts. Je vous donne donc rendez-vous dès demain pour la 3e partie et d'ici là, portez-vous bien. A bientôt sur le Blue Channel.